Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Love & Geek, le podcast autour de la culture geek où l'objectif est d'être subjectif. Tu sais que je commence à la maîtriser pas mal cette phrase, et oui pourquoi ? Parce que c'est notre 13e épisode, et oui. Love & Geek c'est quoi ? C'est un podcast qui sort à peu près toutes les 4 semaines, un podcast d'amour d'amis, de potos, où on va un petit peu disserter, donner notre avis sur différentes œuvres geeks, différents thèmes, parfois très sérieux, parfois pas du tout. Aujourd'hui on va se lancer sur la SF, on vous le détaillera plus tard, et j'ai avec moi une équipe de personnages très motivés pour en débriefer avec moi. Après l'horreur, après la bagarre, il va nous livrer ses analyses et qui est mon acolyte de toujours sur ce type de podcast là, c'est Chichi. Comment ça va mon Chichi ? Eh bah super bien, tu vois, c'est encore un thème que j'adore, donc c'est vraiment un grand plaisir d'être avec vous. Je crois qu'on en a bien parlé ensemble à chaque fois qu'il faudrait qu'on le fasse, on a toujours pas fait dessus des nanars, mais la SF il est là, c'est bon, il est prêt. Notre experte, film et série aussi critique qu'adorable, elle peut adorer et conseiller un film que tout le monde a détesté, c'est La Brioche. Comment ça va La Brioche ? Oui, bonjour à tous, c'est bien moi. Donc je suis très contente d'être là pour ce podcast SF, même si c'est pas mon domaine de prédilection, je vais faire de mon mieux. Et on est ravis de t'avoir avec nous. Ami, amant, amour, elle lit plus vite que son ombre, c'est le chaton. Comment ça va mon chaton ? Eh ben écoute mon Floum, ça va très bien. Je suis contente de retrouver une équipe un petit peu plus nombreuse parce que généralement on glousse pas mal lors de ces podcasts. Donc j'ai hâte de glousser avec vous tous les amis. Regarde, on s'est fait notre pizza, on a bu quelques bières, on est au taquet, on est là pour en débriefer. C'était un podcast qui était compliqué à préparer, en tout cas pour ma part, choisir tout ce qu'on allait dire parce que la SF c'est vaste. C'est très vaste, c'est riche. Oui. Je pense qu'on pourrait dédier un podcast déjà rien qu'à ça, donc ça a été difficile de faire un choix. Je sais pas comment vous en êtes sortis. En fait, on pourrait même faire juste une émission juste sur la SF. Ouais, juste ça, on pourrait parler de SF en tout genre. Ça s'appelle Love & SF. Voilà, geek. Et ça a été difficile de faire un choix, donc on s'est dit qu'on allait s'imposer un petit challenge, à savoir piocher dans des œuvres qui nous paraissent méconnus. Vous allez peut-être découvrir ou redécouvrir, donc forcément des gens qui s'y connaissent sur le sujet vont trouver ça peut-être mainstream ou quoi que ce soit. En tout cas, je pense qu'on a fait une petite sélection de titres, d'œuvres qui peuvent vous surprendre. Donc Love & Geek vous fait découvrir ces œuvres méconnues de la SF. C'est parti, jingle. Alors demain, quoi qu'on fasse, surtout je t'en supplie, essaie d'avoir plus de mots de vocabulaire. Faut que ce soit green, ok ? 2, 1. Comme on l'a dit en introduction, on a pas mal de choses à dire, ça va être passionnant, ça va être assez dense, donc on va, trêve de bavardage, on va passer directement au contenu. Et c'est Chichi qui ouvre le bal. Qu'est-ce que tu nous as dégoté mon Chichi ? Alors, est-ce que vous connaissez le film Looper ? Oui, c'est bon, tout le monde connaît. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est avec Bruce Willis et Joseph Gordon-Levitt. Je vais l'appeler JGLL. Ouais, voilà, parce que c'est un peu trop. JGL. Je le trouve très séduisant. Oui, moi aussi. On avait dit que ça allait glousser, ça y est, c'est parti. Et ben, on va y venir. Juste laisse-moi présenter le film, mais on va y venir. Puis c'est pas les Boo Boyfriends, là. C'est passé ce quart d'heure. Je me suis trompée de podcast. C'est le film où il est accro au sexe, c'est ça ? Non. Et pour le film où il est accro au sexe. Oui, c'est quoi ce film d'ailleurs ? C'est avec Scarlett Johansson. Exactement. Il était très bien ce film. Et d'ailleurs, il fait quoi ce JGL ? Il a sorti un film sur Prime qui a l'air très navet. Ça va, Chichi, ton intervention. Pardon, Chichi, on t'a coupé. Alors, nous excusons, on a la parole facile. Chichi, on recommence. Tu vas nous parler de Looper et de JGL et de Bruce Willis, on t'écoute. Et je voulais aussi parler de Emily Blunt. Mais bon, vu qu'il y a que... Je me rappelais plus qu'elle jouait là-dedans. Vu qu'il y en a que pour il y en a que pour les femmes ici. C'est vrai. Alors, c'est un film sur le voyage temporel. Ok, alors, là, je crois qu'on va perdre des personnes, mais ne partez pas. Gros pan, quand même, de l'ASF. De l'ASF, le voyage temporel. En fait, mais là, c'est de l'ASF, c'est de la voyage temporel facile. Okay. Comment vous dire ça ? Parce que rien que dans le film, à un moment, il y a Bruce Willis qui dit oui, mais on s'en fout de comment on va faire le voyage temporel. Il s'est dédouané un peu du coup. Complètement. On n'est pas là pour comprendre comment ça marche. Est-ce qu'il y aura des twists scénaristiques ? Non. Là, en gros, c'est... on est dans un futur où ils ont inventé une machine à voyager dans le temps. Ok. Et sauf que c'est que la mafia qui a ces machines-là.
Donc, pour faire disparaître les corps, en fait, ils les font revenir dans le passé. Et il y a certaines personnes, donc les loopers, qui viennent tuer donc les colis que la mafia a envoyés. Ah, donc ils envoient pas un cadavre, ils envoient juste une Ils personne. envoient une personne vivante, et le looper doit tuer cette personne. Ah oui. Je crois que j'avais jamais compris le film en fait. Tu viens de me Si, l'expliquer. Elle était juste en train de baver devant C'est des JGL. tueurs à gages. C'était des tueurs à gages. Et sauf que Nouvelle génération. la particularité du looper, c'est qu'à un moment donné, lui, on envoie, la mafia envoie un corps, et c'est le tueur du futur. Donc en fait, la personne s'auto-tue, si on peut dire ça. Oui. Ah d'accord, je m'en rappelais plus On du peut tout. dire que Bruce Willis et JLL jouent le même personnage Exactement. dans 2 moments différents. Exactement. Donc ce qui est assez intéressant dans ce film, c'est qu'en fait on voit 2 timelines différentes, Ok. avec 2 visions différentes. Ce qui est intéressant, c'est que Bruce Willis a eu sa vie, et JGL, il a aussi sa vie en fait. Donc ça, c'est très très intéressant, et c'est pas un film qui se prend trop la tête avec un peu... Tous ces dogmes peut-être autour du voyage temporel, parce que Exactement. c'est extrêmement touchy d'utiliser le voyage temporel dans une œuvre, parce que tu as toujours ce côté, alors si je modifie ça, qu'est-ce que je dois modifier dans mon Exactement. récit, dans mon futur, dans mon Ouais, passé, mais là dans mon c'est présent. la mafia, ils ont pas le temps de... Ouais, la de- mafia, ils ont le non, temps. Ils s'en affranchissent dans ce film, c'est vrai que je me souviens pas Mais, qu'il y mais avait un c'est truc mais très compliqué à comprendre. c'est pas plus mal d'ailleurs, parce qu'au moins comme ça c'est dit, on se prend pas la tête avec les conséquences que ça peut avoir, on est dans le récit et on regarde ça peut-être avec un œil un peu plus léger. Ce qui est très intéressant en fait dans ce film, si tu veux, c'est qu'en fait c'est un film d'action aussi. Donc on n'est pas là pour se prendre la tête scientifiquement, on est là pour se divertir. Après il y a toujours aussi cette partie de SF. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est qu'il n'y a pas trop d'effets spéciaux. D'accord. On reste quand même sur... Alors, et c'est pour revenir à que tu aimes bien JGL Emily Blunt. ou Emily Blunt, on va plutôt parler de JGL, c'est qu'en fait, moi par contre ce qui m'a un petit peu déçu, c'est qu'en fait pendant tout le film, ils lui ont changé le visage pour qu'il ressemble un peu plus à Bruce Willis. Comme ça fait un peu plus, on arrive plus à comprendre que c'est lui qui était jeune. Je pense qu'ils auraient pu garder juste son visage, qui est plutôt un beau mec, hein. Mais sauf que là On en est fait d'accord. ils ont Oui, voulu faire... Si c'est dit dans le récit, c'est crédible. Hein. Tu voulais dire un truc, chaton, par Ouais. rapport à Chichi? En fait, c'est que depuis tard, je vous entends dire que c'est un film un peu facile à regarder, tout ça, mais je trouve que la double temporalité, c'est quand même un outil scénaristique qui fait quand même se creuser les méninges. Mais Parce c'est- que tu sais qu'à chaque fois que tu vas faire quelque chose dans le passé, ça peut agir sur ton futur. Donc, je trouve que c'est un outil qui, justement, donne un petit peu de profondeur au film. Mais c'est ce qu'on dit justement, c'est qu'ils l'ont utilisé de manière, c'est effectivement très touchy, très complexe, mais ils l'ont utilisé avec une certaine légèreté qui rend un peu l'œuvre plus accessible, je trouve. Oui. Mais après aussi, quand même, dans le film, il y a 2-3 scènes où c'est réutilisé, c'est réexpliqué, et c'est quand même très intéressant. Oui. Par exemple, je vois une scène où il y a un tueur à gages qui a fait de la merde, qui n'a pas tué lui du futur. Bon, je vais pas tout vous spoiler, mais en fait... Tu peux. Et je peux. Tu peux. Et en Tu fait, peux, mais voilà, si vous voulez pas vous faire spoiler, éteignez. c'est la scène la plus choquante. Ok. Et on voit donc ce tueur, le vieux tueur à gages essayer de prendre la fuite, sauf qu'il retrouve le jeune, et le jeune, en fait, ils lui font une torture, en fait, si tu veux. Et en fait, on voit le vieux, tout doucement dans la scène, qui commence à perdre un de ses doigts. Oui, Donc c'est ok, vrai. il y a quand même les conséquences de ce qui se Il y passe. a quand même une ça a certaine été pensé, conséquence, Et exactement. en fait, ils savent qu'ils sont le futur et le passé l'un de l'autre. Et donc, oui, ouais. comment Ouais, ils le le vieux doit se reconnaître. Comment ils le Comment savent, en fait, quand il vient tuer la personne, en fait, ils ont des lingots d'or, et en fait, ils disent, ah, parce que quand ils tuent la personne, ils ne savent pas qui ils tuent. Et donc, attends, non, j'ai pas compris. Ah ouais, ok, mais tu peux la refaire s'il te plaît. Comment tu peux savoir que la personne que tu tues, c'est toi-même? En fait, Ah, c'est parce qu'il vient à visage découvert. non, quand ils envoient donc la personne à tuer a un masque. Mhm. Et après, quand il le tue, cette personne-là a sur lui, en fait, il y a soit des lingots d'argent, soit des lingots d'or. Mhm. Et si ce sont des lingots d'or, et en fait, c'est que c'est toi-même que tu te tues. Ah ouais, d'accord. Ok. D'accord. Donc, très intéressant à regarder. T'as grave spoilé, Je- c'est abusé. Ouais, non, non, j'ai pas tout spoilé. Mais vraiment, j'ai passé vraiment un très bon moment. Ça dure à peu près 2 heures. Je crois que c'est sorti en 2012 et ça n'a pas vieilli du tout. Et alors moi, ma question justement, et c'est vrai qu'on n'en a pas parlé forcément avant qu'on prépare le podcast, mais c'est une question que je trouve intéressante et récurrente. Pourquoi
pour toi, c'est une œuvre méconnue ou qui est peut-être, je sais pas, qui a été un peu oubliée? Je pense qu'ils n'en ont pas fait une aussi grosse promotion que ça. Je pense que ça peut rebuter quand même beaucoup de personnes quand on mélange plusieurs styles. Là, on se dit, voilà, c'est le style de la mafia avec le style de la SF. C'est quand même généralement deux publics qui pourraient être un petit peu pas en accord. On peut les perdre sur le pitch. Je pense qu'on peut les perdre. Après, je trouve ça vraiment dommage parce que c'est vrai que l'action est bien, l'histoire est quand même bien ficelée. On perd pas son temps, on voit pas le temps passer. Je ne comprends pas. Donc valeur sûre. Ah, pour moi, c'est une valeur très très sûre. Je vous le conseille. Eh ben, merci Chichi, parce que belle entrée en matière, voyage temporel, moi j'aime bien, ça nous met tout de suite dans le bain de la SF. Et c'est Chaton qui va prendre la suite, et qui va nous parler feuille de papier, bouquin, et qui va nous parler de livres et de son analyse. Nous t'écoutons. Exactement. Donc moi, je vais vous parler d'un premier livre qui s'appelle La Faucheuse de Neal Shusterman, qui est un livre qui parle d'un monde que je qualifierais d'utopique. Dans ce monde-là, la mort naturelle n'existe plus. La paix règne, la famine et les maladies n'existent plus non plus. Est-ce qu'on met des guillemets sur la paix règne? La paix règne, non, Okay, non, mais pas de guillemets. La paix je garde mes règne, guillemets pour moi. on ne ressent même plus la douleur grâce à des sortes de nanites anesthésiantes, des nanites cicatrisantes et régénérantes qu'on a dans notre corps, qui fait que nous sommes tous devenus des êtres immortels. Ça, c'est sûr. C'est dommage pour les sadomaso, ça, par contre. Ouais. Ou Exactement. alors ça peut faire un plaisir sans fin. Alors, tu peux Ça quand peut même se faire enlever... Je crois que tu peux... Enfin, non, je crois pas. Tu peux à un moment t'enlever tes nanites anesthésiantes si tu le souhaites. tu peux choisir de décéder si tu le Non, si tu veux. tu peux Non, pas c'est non. choisir de décéder. Par contre, tu peux choisir De souffrir. ressentir la douleur. Ah, Donc, tu vois, peux pas le voilà, choisir. Problème mais c'est réglé, un peu, Chichi, si Non, t'avais mais peur merci. de pas avoir Voilà. assez mal, c'est bon. Et donc, alors, vous vous doutez bien que dans ce monde utopique, il va bientôt se passer un petit souci, c'est que si personne ne meurt, il va y avoir une surpopulation. Léger. Donc, comment est-ce qu'on va réussir à réguler la population? Il y a des gens qui sont choisis sur Terre pour être des faucheurs. Les faucheurs sont les seules personnes qui vont pouvoir, on dit, glaner des gens. En fait, ils les tuent, tout simplement. C'est les seuls qui arrivent à tuer. Ça veut dire que si moi, là, j'essaye de te tuer et que je suis pas faucheur, bah, tu vas te régénérer. Par contre, si c'est un faucheur qui le fait, tu vas mourir. Ok. Ah oui. Tu peux faire un paintball en Voilà. vrai entre C'est- potes avec c'est- des gros calibres. Ce sont Et des donc- virus, quoi. Ouais, alors c'est des vraies personnes. Et ces personnes-là, elles vivent en marge de la société parce que du coup, c'est des personnes, on peut pas... On a peur, il y a des gens qui ont peur d'eux, il y a des gens qui essayent de les soudoyer. C'est vraiment une tranche de la société, c'est presque une caste assez particulière. Et donc on va suivre deux personnages principaux, je dirais, qui s'appellent Citra et Rohan, qui sont deux apprentis faucheurs et qui vont découvrir le monde qui se cache derrière cette caste justement de faucheurs. Donc les règles du faucheur, elles sont très simples. On a des commandements. Le premier, c'est tu tueras. Le deuxième, c'est tu tueras sans aucun parti pris, sans sectarisme et sans préméditation. Best job ever. Tu accordes... Alors attention, là, on commence Un un bon petit peu assassin à... comme on kiffe. Voilà, exactement. Non, regardez. Comment Après, ça, non il y a deux règles qui vont un petit peu mettre des sortes de... comment bâton dire de berger Ouais, dans de les bâton, voilà, de conditions. C'est que tu accorderas 1 année d'immunité à la famille de ceux qui ont accepté ta venue. Ça veut dire que si tu vois un faucheur et que tu te barres en courant, bah du coup, il tue ta famille. Ok ? Donc voilà, et ça Ok. c'est le dernier Sympa commandement, pour la tu famille. tueras la famille de ceux qui t'ont résisté. Par contre, si tu ne résistes pas, ça donne 1 année d'immunité à ta famille. Mais Ok. c'est-à-dire d'immunité Oui, pour ils T'as peuvent le pas se totem, faire quoi. faucher. Ils peuvent pas se faire faucher. Mais parce qu'en après, fait, ils se font faucher ils ou peuvent pas se faire faucher au bout d'1 an. Mais Ah, ils se ok. font pas faucher cette année-là. Ok. D'accord. Et donc, Citra et Rohan, ils vont se rendre compte que dans cet univers où il y a simplement 4 règles, eh ben, ça va pas être aussi simple que ça. Mais genre, tu Et, peux décider, je suis faucheur. Mhm. Là, je me lève le matin, je me ferais bien un petit massacre et tout. Tu vas prendre un type au hasard, tu peux le déboîter. Oui, Génial. tout à fait. Exactement. Et donc, en fait, ce monde, il est vraiment utopique. Tu as même en fait, une intelligence artificielle, On en vient. Internet aujourd'hui, qui a tellement évolué, qui est devenu
Omniprésente, ouais, omnipotente. exactement, omnisciente. qui s'appelle le Thunderhead. Et donc, ce qui est génial dans ce livre, c'est que dans toutes les œuvres de science-fiction que j'ai lues ou que j'ai vues, généralement, quand l'intelligence artificielle commençait à prendre sa liberté, ça partait en cacahuète. Skynet. Alors que là, Ouais, c'est ce que j'ai dire. Voilà. Skynet Sarah Connor. exactement. Alors que là, c'est le contraire. Tu te rends compte que, en fait, cette intelligence artificielle, elle a réussi à remplacer les gouvernements et tout ça. Et en fait, elle reste totalement juste et totalement impartiale. Est-ce qu'on le Et, sait vraiment ça? Alors, quand même, c'est vraiment évoqué. On se rend vraiment compte que cette intelligence artificielle, heureusement qu'elle est là, et c'est elle qui a mené à la paix, en fait. D'accord. Et donc, le livre, en fait, qu'est-ce que c'est? Le livre, donc, c'est un monde utopique, sauf qu'en fait, c'est une dystopie. C'est Ok. ça. C'est pas parce qu'on va se rendre compte qu'il y a plein de choses qui fonctionnent pas correctement, et donc c'est génial parce que il est hyper. Ce livre déjà, il est à la 3e personne, donc on prend énormément de. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de je. Hein. C'est Ok. il, elle. Ça, c'est bien. Donc ça. c'est déjà. Alors ça dépend. Des fois, moi j'aime d'accord. bien le jeu, mais là j'adore le il, elle parce Ok. que ça fait vraiment. Ça fait vraiment. Une vision comment de dire, l'extérieur, ouais, c'est ça? une vision de l'extérieur, c'est super. Et donc, en fait, ce qui est super intéressant de voir, c'est moralement l'évolution de notre société. Une fois qu'on a tous eu accès à l'immortalité et à la vie idéale, en fait, qu'est-ce que ça devient? Et en fait, on se rend rapidement compte qu'il n'y a plus de sens dans la vie. Oui. Par exemple, à un moment, il y a un des protagonistes, on lui fait une fête. Et là, il lui dit, voilà, c'est pour toi. Et là, il dit, mais j'ai jamais eu de fête. Et il lui dit, on t'a jamais fêté ton anniversaire? Et il dit, non, mes parents, ça fait 150 ans qu'ils sont là, ça a perdu tout son sens de souhaiter un anniversaire à quelqu'un. Donc en fait, on lui a jamais souhaité son anniversaire parce qu'ils sont tous immortels avant lui, alors que lui, en fait, il a 16 ans et il a jamais eu d'anniversaire de sa vie. Donc tu vois, ça fait vraiment, on se rend compte que l'immortalité blase Ok. les gens. Donc en Ok. fait, il y a tout un traité, on va dire un peu philo, sur le traitement de l'immortalité et comment on va le gérer. Exactement, et là tu te rends compte du coup de la puissance du faucheur. Le faucheur, en fait, c'est la seule personne qui va permettre de donner un sens à ta vie. Donc tu le crains comme tu le respectes, parce que comme il est là et comme il peut te glaner, il peut te tuer, tu te rends compte que la vie vaut la peine d'être vécue. Sans Ok. lui, en fait, tu peux pas l'avoir. Donc ça, Du coup, ça j'ai... doit amener Ouais. à de la corruption. Alors c'est Oui, ça parce que qui les est génial. faucheurs, au final, c'est pas forcément l'IA qui va leur dire quoi faire. Donc vu que tu mets de la subjectivité là-dedans, ça peut partir en live total. Alors non, parce qu'en fait, ils ont des C'est conseils de faucheurs. C'est un peu comme s'il y avait une politique Jedi. là-dedans. Et en fait, Les Sith. c'est Oui, génial c'est parce vrai, que c'est tu tous vas les voir Sith. à quel point, sur 4 règles simples, il peut y avoir une multitude de compréhensions de la part des gens. L'interprétation. Et en fait, voilà, tu vas avoir le premier maître faucheur de Citra et Rohan, ça va être un homme qui vit dans le dénuement le plus total. C'est vraiment quelqu'un il va faucher les gens et en fait il va se, C'est un moine. il va partir, voilà, tout à fait, c'est un moine. Il va regarder les stats de l'ère mortelle pour réussir à glaner les gens en fonction de ce qui se passait il y a des Ok. milliers d'années quand il y avait l'ère mortelle. Il va y en avoir un autre qui s'appelle, je crois que c'est Faraday. À moins que Faraday ce soit, je sais plus. Bref, ou il y en Tesla. a un. C'est un peu ça. Ils ont tous des noms de chercheurs. De l'ancien. Merci pour cette De T'en l'ère as une, elle mortelle. s'appelle Marie Curie. T'en as un autre, il s'appelle, il y a Faraday, il y a Marie Curie, je sais plus. En tout cas, franchement, c'est vraiment génial parce que, et puis d'ailleurs, voilà, tu vas avoir un personnage qui est quand même, tu sens qu'il flirte avec toutes les limites qui lui sont imposées et, Avec la et c'est psychopathie, génial. tu veux dire Pas la psychopathie, mais par exemple, des fois, il va tuer des centaines de personnes. Et il va justifier ça en disant que avant, ça existait les meurtres de masse. Et qu'il faut bien les faire, ces meurtres-là où tu zigouilles tout le monde. Donc, en fait, il va justifier d'accord. un petit peu son instinct de... J'aime bien. voilà, lui, il est vraiment Il est pas stylé. mal. Franchement, c'est un livre qui est hyper captivant. Il se passe pas des masses de choses, sauf le dernier tiers. Mais vraiment, je vous le conseille parce qu'il est super bien et c'est vraiment de la pure dystopie. Mais C'est top. tu vois, sur le traitement de l'immortalité, alors c'est une œuvre complètement différente, mais moi je sais pas pourquoi là ça vient de me faire penser à The Good Place. Ah oui. Tu Oui. sais, avec celle Oui. qui jouait dans Véronique Mars, Oui. où ils atterrissent paradis, enfer, peu importe, mais ils ont du coup une existence qui est maintenant qui est figée et qui est complètement immortelle, intemporelle. Et tu vas aller voir un petit peu, et ça c'est plutôt
alors je vais pas spoiler à fond, mais c'est la conclusion en fait de la série, c'est comment ils vont interpréter ce temps qui est infini, quelles en sont les conséquences, etc. Et ce sujet-là, il est super intéressant. Oui. C'est vraiment un livre qui fait se poser des questions, je trouve. Ouais, complètement. Et d'ailleurs, ça change un peu de tes lectures, Chaton. Je me demande du coup s'il y a une romance cachée derrière, parce que d'habitude, tu lis pas trop ça. Parce que c'est vrai que là, en plus, ça a l'air triste aussi, non ? Ouais, mais il y a des non, meurtres. c'est pas vraiment triste. Ouais, donc alors c'est bien, déjà, les là, meurtres, moi, les j'ai lu meurtres, que c'est le premier tome. Faut que je lise les autres. Non, il y a une romance plus ou moins qui est évoquée, mais alors, c'est pas une romance, c'est vraiment évoqué, quoi. Il n'y a pas de... Oui, il n'y a pas des détails. Non, pas du ok. tout. C'est pas vraiment croustillant. secondaire. Et d'ailleurs, On tous a les perdu- on a perdu personnages... la brioche, là. Je vais aller boire ma tisane. Tous les personnages sont vraiment moralement gris, c'est ça qui est génial. C'est qu'il n'y a aucun personnage, que ce soit celui qui se comporte comme un moine, celui qui se comporte comme une rockstar, celle qui se comporte entre les deux en essayant d'être presque une... elle se comporte un peu comme une personne presque normale, t'as l'impression. Et en fait, sur chaque personne, t'as des points forts, des points faibles, t'as un côté moralement gris. Et vraiment, quand tu lis ce livre, tu dis, mais moi, je serais quel type de faucheur ? Un Et gros tu te bâtard. poses Un vraiment gros la bâtard. question. Moi, franchement, ça sera en fonction de mon humeur. Un gros bâtard. Tu vois, soit j'en tue 10, soit j'en tue 10. Mais en fait, c'est ça qui fait que tu peux pas prendre les choses à la légère. C'est qu'en tant que faucheur, une fois que tu es faucheur, ça veut dire que tu es faucheur toute ta vie parce que tu as accès à l'immortalité. Donc si tu n'as pas une règle de conduite, eh ben en fait tu t'y perds. Et est-ce que tu peux t'auto-faucher ? Tu peux pas t'auto-faucher, mais par contre, du coup... Tu peux demander à un faucheur de te petit peu faucher. on va dire, il y a un personnage principal qui va mourir, qui fait partie des faucheurs, et là, ça va quand même mettre un petit peu de suspense dans toute cette histoire. Et là, oui, tu te rends compte qu'il y a quelqu'un qui est fauché, alors qu'un faucheur, normalement, il n'est pas censé être fauché. Ok, Voilà. très bien. Donc voilà, je vous le conseille. Et ben franchement, ça a l'air trop cool. Ouais, ça a l'air vraiment trop cool, L'assassinat et l'immortalité, c'est stylé. Et du coup, si tu voulais me demander pourquoi, tu me l'as pas demandé, mais moi je te devance, pourquoi est-ce que ce livre il est sous-coté ? Je dirais tout simplement qu'il est sous-coté parce qu'il a vraiment une couverture toute pourrie. Non mais, Et ouais, quand- non, mais et ça que c'est hyper T'as important. trop pas envie de le prendre quand tu le vois. Puis on sait pas, en plus on n'identifie pas forcément la SF derrière. C'est la faucheuse, ça peut être n'importe quel type de récit. Ouais. Et franchement, c'est un livre, quand tu le regardes, très ça énigmatique. te donne pas envie. Moi, je trouve que en fait, c'est une faucheuse qui est dessinée avec juste le une mec sorte est de en stage, cape quoi, rouge, qui donc fait t'as ça. presque l'impression que ça se passe pas dans le futur, alors que c'est Ouais. dans le futur. Bref, je pense que ça fait partie un petit peu des choses pour lesquelles il est un peu sous-coté. Et bah belle anecdote parce que peut-être que ça va inciter certains à aller au-delà de cette couverture et de découvrir tout ça. Tout à fait. Merci mon chaton, parfaite comme d'habitude. Tu as placé la barre très haut. C'est la brioche maintenant qui vient de finir sa tisane qui va nous parler de son titre. Qu'est-ce que tu nous as choisi ? Alors, donc moi pour commencer, je vais vous parler d'un film que j'ai adoré qui s'appelle Love and Monsters. Très cool. Donc c'est un Je valide. film qui il est dans la tranche de la science-fiction pour son côté post-apocalyptique. Donc en fait, c'est une comédie post-apocalyptique. Ah oui, c'est un Hein. gros what the fuck Ouais. Love and Monster. Alors en fait, le pitch, c'est que il y a une météorite qui va s'abattre sur la Terre et en fait, vu qu'on est trop forts nous les humains, et ben on va aller tirer des gros missiles dessus. Sauf qu'il y a un effet secondaire qu'on n'a pas du tout anticipé qui va se passer, c'est qu'il y a 95% de la population qui va mourir et seulement 5% qui va survivre en se cachant. Ils auraient mieux fait d'envoyer Bruce Willis. Et C'est Ben vrai, Affleck hein, c'est vrai. Ouais, tout à poser fait. une charge à l'intérieur. Ouais, sur une musique d'Aerosmith, C'est ça aurait ça, été bien exactement. plus efficace. Mais du coup, en fait, on va avoir donc 5% de la population qui va survivre. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a des animaux qui vont muter et qui vont devenir des grosses créatures, Ils des sont très vénères, très en grosses plus. créatures. Et en fait, c'est drôle déjà parce que les créatures qui survivent, c'est absolument pas les requins, les tigres, les ours. C'est genre les vers de terre, les crapauds, les crabes. Les petits cafards, Voilà. les scolopendres. Les petits scolopendres, C'est bien les dégueu, colibris. Alors non, je crois pas qu'il y ait un colibri, mais... Ah, bon, j'ai dit ça au hasard. non, Mais c'était dans c'est le plutôt ce director's qu'on cut. appelle les animaux à sang-froid. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire, j'ai vu ça sur Wikipédia, mais... En fait, en c'est SVT. c'est qu'ils ont le sang-froid. oui, enfin... Oui, non, c'est Alors, un reptile. Donc la citez-moi brioche. citez-moi un animal Un à lézard. sang-froid. Un serpent. Tous les reptiles.
Une personne qui n'est pas corse. Voilà. Non, mais là, on a dérivé sur de la SVT. Bon, en gros, il y a aussi des insectes, il y a des crabes voilà. et des grenouilles. Bref, il y a un petit peu plein de choses. Grenouille. Et donc, ces animaux se sont transformés en sorte de monstres géants qui ont donc les particularités physiques des animaux originels, hein, Ouais. mais qui sont du coup très belliqueux. Du coup, la population a été obligée de vivre sous terre. Ok, c'est les animaux qui règnent Ouais, ça en s'est inversé surface. en fait. Tout s'est complètement. inversé. Donc en fait, tous les survivants vivent dans des bunkers, mais pas tous ensemble. Hein. En fait, chacun a fait un peu comme il peut, et puis du coup, ils se sont retrouvés dans des sortes de grosses familles, hein, avec plein de gens qui réfugiés, vivent quoi. donc voilà dans un bunker. Et nous, on va suivre donc le quotidien de Joël. Alors, le nom le moins catchy Voilà. de l'histoire du cinéma. Il n'est absolument pas catchy, mais en même temps, à l'anglaise, enfin l'américaine, Joel. c'est Joel. Ok. Et en fait, il est joué par un acteur que je kiffe. Il est trop cool. C'est Dylan O'Brien. Welcome to the Teen maze. Wolf. Oui, qui était dans Teen Chacun Wolf, sa- dans Le Labyrinthe. Bref, il est Mais il a super. trop une bonne tête. T'as envie que ce soit ton pote, ce mec. Exactement, c'est le Pierre Ninet américain. Il est vraiment trop cool. Le Pierre Ninet américain. Tu l'avais noté celle-ci sur ta fiche. Belle impro, la brioche continue. Et donc, oulala, mais du coup, j'ai perdu le fil. Et donc Joël, ce personnage principal, juste avant l'apocalypse, on le voit passer du temps avec sa petite amie. Ils sont trop cute. On les adore. Au début, ça commence vraiment comme une comédie romantique. Puis d'un coup, l'apocalypse arrive et finalement, ils vont être séparés. Ils ne seront pas dans le même bunker. On va se retrouver dans une ellipse temporelle où on se retrouve quelques années plus tard et il essaye de communiquer, de la retrouver en fait. Il a réussi à réparer une vieille radio et puis il va réussir à un moment à communiquer avec elle. Elle va lui donner en fait l'endroit où elle est. Et là, notre personnage principal va décider de sortir de son bunker et d'affronter donc stylé. d'affronter la nature et les monstres qu'elle recèle. Le seul petit problème, c'est que Joël, il se tétanise face au danger. Mais vraiment, il se tétanise. Ça, c'est un héros comme on les aime. Voilà. Ça. Et malgré toute une bonne volonté, il est très courageux, mais c'est plus fort que lui, il se tétanise. Et Tu malgré peux pas tout, dire il qu'il va- est très courageux du coup. Si, en fait, Bah, il a plein d'envie. il a l'envie, mais au moment Mais la fatidique, réa, elle est pas là, quoi. voilà, au moment fatidique, il est paralysé. Donc, finalement, il va quand même, malgré tout ce que sa famille adoptive, sa femme Qui sont famille. bien relous d'ailleurs au début avec lui, je trouve. Non, Ouais. je pense. Non, ils sont protecteurs. Ils sont protecteurs. le Ils sont prennent pas au sérieux, protecteurs. quand même. Ah, bah Ils c'est le sont cuisinier, protecteurs. donc voilà. Et du On coup, veut pas parler oui, de en cuisine. plus. Et du coup, s'ensuit un voyage donc au cœur de la nature qui a repris ses droits. Donc déjà, Ça. c'est très joli, hein, c'est très bien fait. En plus de ça, la brioche, je tiens à dire que là, on parlait tout à l'heure de voyage temporel, qui est un gros pan de la SF. Le post-apo, c'est Exactement. un énorme pan et c'est ma SF préférée. Donc je suis très content déjà que tu cites ce film. Oui, moi aussi, Bravo. c'est ma SF préférée. Alors, et donc, Joël, il va se dépasser, il va faire de belles et de moins belles rencontres, Ouais. mais il va aussi en faire des très belles. Et en fait, finalement, est-ce que le vrai danger, il va venir des créatures ou finalement, il va venir des autres humains? Ça, on connaît un peu tous la réponse Ah, dans le le ben, post-apo, hein. tu Voilà, sais, c'est ce dans que le j'allais post-apo, dire. il y a toujours un peu Eh ben, ce doute sur d'où vient le Généralement, danger. on veut toujours nous amener sur le côté post-apo, mais en fait, le danger, c'est les humains. Je trouve que là, ça a été du kiff-kiff. Il y a vraiment Ça a les été deux. bien contrebalancé et ça a été bien géré, moi, je trouve. Ouais. C'est pas trop cliché non plus, tu Je vois. suis d'accord, il y a vraiment les deux. Il y a les deux. Il y a des belles rencontres, il y en a des très mauvaises. Et des deux côtés, du côté des humains et du côté des créatures aussi. Et donc, moi, c'est vraiment les films que j'aime parce qu'en gros, le film, c'est une quête initiatique, c'est un développement personnel. En fait, finalement, la romance, c'est Love and Monster, mais la romance, elle est complètement en second plan. Ah, C'est pas complètement, du ouais. tout le cœur du film, même si, bon, ça fait pas de C'est mal. l'élément déclencheur aussi. Oui. Voilà, mais voilà, on est vraiment sur en plus un film avec des paysages qui sont trop beaux, avec Ouais. la nature qui a repris ses droits, donc sur la ville, sur des vieilles... Il y a un côté un peu vintage dans ce film. Alors au Ah, là, niveau je de... suis une légende. du coup, au niveau de De ce la qui nature, reste ouais. de civilisation, mais aussi au niveau même des monstres, ils font très...
font très vintage, très années 90, ces énormes monstres là. Je vois ce que tu veux dire. Pareil il y a un moment, il y a une rencontre avec une sorte d'intelligence artificielle, un robot, ça fait hyper vintage, donc j'aime bien en plus ce côté-là quand on arrive à ramener très décalé en fait. C'est très décalé et c'est, moi j'ai trouvé très beau ce film, très feel good. Et malgré le côté un peu comédie horrifique qui des fois est pas très bien fait. C'est très coloré en plus. Je trouve que c'est hyper dynamique, c'est coloré, c'est très vivant. Il y a une belle photographie dans le film. Je trouve que les créatures sont assez bien faites. Franchement, ça vole pas trois pattes à canard, c'est pas Dune, on va dire. Mais franchement, par contre, c'est quand même sympa dans le côté vintage. Et Dylan O'Brien. Cœur. Et bah tu vois, moi, enfin, je sais pas si tu as fini, mais moi personnellement, j'ai pas plus aimé que ça, tu vois. Ça va faire débat, je suis désolé, mais ouais. Parce que moi, pendant tout le film, j'ai fait une comparaison avec Zombieland. Oui, alors. Moi, je trouve que c'est du Zombieland. Très bon Zombieland. Ouais, en fait, j'avais vraiment adoré Zombieland, et pendant tout le long, je me suis dit, tiens, ils ont voulu faire un Zombieland, mais dans un futur où il n'y a pas de zombies, mais c'est plutôt des monstres et de la SF. Donc en fait, tout le long, je trouvais que c'était pareil. C'était un peu, on va dans un endroit A, un endroit B, on voit des personnages, il y a un petit peu des embûches, mais on y arrive. Tu vois, je sais pas si... Oui, j'y ai pensé aussi. Ça m'y a fait penser aussi à Zombieland, mais pour le coup, moi j'ai trouvé que c'était justement que c'était un clin d'œil et que c'était bien fait parce qu'au final, t'es pas tout à fait sur le même registre. Alors c'est très très comédie, Zombieland c'est très très décalé et là il y a un côté un petit peu plus, j'ai trouvé profond dans Love and Monster. Ah ouais, parce que moi je trouvais que c'était quand même aussi assez comédie quand même, Love and Monster. Oui, c'est comédie, mais j'ai trouvé qu'il y avait un côté, surtout la fin, le dénouement dont je ne parlerai pas, je trouve que finalement il va vraiment vers le côté développement personnel, quoi, et pas vers côté un peu... Oui, ils en ont pas fait trop d'étonnes non plus. Je trouve que tout est amené avec assez justesse. C'est pas potache par rapport à Zombieland qui est un peu plus potache. Mais par contre, j'ai vu la comparaison, mais dans le bon sens, moi. Je me suis dit, tiens, ça me fait un effet Zombieland, mais cool. Ok. Et sinon aussi, est-ce que tu connais ce film alors, par contre, c'est un peu plus un film d'horreur. Donc, alors, peut-être je connais pas. Là, t'as traduit les deux filles. Et ben c'est non. Ça s'appelle 10 Cloverfield Lane. Non. En gros, c'est à peu près... Enfin, le début, ça m'a aussi pas fait penser à ça. C'est en gros, c'est l'apocalypse, il y a des extraterrestres sur Terre, et en gros, ils sont dans un bunker, et vraiment, c'est des personnalités, par contre, qui sont moins bienveillantes que dans Love and Monster. Et en gros, à un moment, il y a la personne qui procède le bunker, qui commence à péter un câble, tout le monde commence à avoir peur de lui, donc ils se disent, est-ce qu'on préfère rester à l'intérieur ou est-ce qu'on sort ? Et j'ai bien aimé aussi un petit peu ce parallèle, mais par contre là on est plus sur un film d'horreur. Ouais, je le connais pas. Mais en fait, tous les films de zombies d'horreur sont en fait des films de science-fiction. Généralement ça sort toujours Généralement c'est le gros cliché, c'est on a voulu développer un vaccin contre Alzheimer ou contre le cancer, et là ça part en live, il y a des zombies, tu sais pas pourquoi, enfin paye ton vaccin, mais il y a souvent une oui voilà exactement pour le virus T, t'as raison, il y a souvent une base un petit peu SF derrière. Ouais. Moi tu vois, Love and Monster, alors ça va parler aux gamers, et je vais parler d'actualité parce que c'est typiquement le pitch de la série Fallout qui est sortie là très récemment, qui a un succès monstre parce que c'est tiré d'une saga de jeux. Ouais, il y a une série, ouais. Ah oui, voilà. C'est ça, c'est tiré d'une saga de jeux. Et en fait, le pitch, c'est tout un groupe de personnes qui vivent dans des silos nucléaires parce qu'il y a eu un cataclysme, je crois que c'est la 3e guerre nucléaire. Et en fait, donc ils vont vivre dedans pendant 200 ans. Donc il y a des enfants, des petits-enfants, des arrière-petits-enfants. Et au bout de 200 ans, ils vont décider de sortir. Avec un monde ravagé, des mutations, des monstres, des choses comme ça. C'est exactement le même type de film. Ouais. Et très très bon. Et j'ai pas commencé la série, pourtant Dieu sait que j'ai envie de la regarder, j'insiste régulièrement auprès du chaton. Et je crois qu'elle a un succès fou. Apparemment elle est très bien. Ah ouais. Et il faut qu'on s'y mette, parce qu'en plus c'est tiré des jeux vidéo. Donc, on est obligé. Et franchement, ça m'a trop donné envie de me lancer dedans. T'as allumé la mèche, c'est parti. Ah, moi, tu vois, c'est ce que j'aime le moins, le post-apo dans la science-fiction. Ah ouais. Ah ouais. Et c'est quoi que tu aimes le plus ? La dystopie. Ouais, okay. Ça m'étonne pas de toi.
Un monde à part, qui fait réfléchir. Hunger Games. Des nouvelles choses. Hunger Divergentes. Et blablabla. Exactement. En tout cas, merci la brioche. Et oui, pour, et pardon, toute du cette- coup, pardon, excusez- vous l'avez tous vu, Ouais, mais en oui. fait, moi, je trouvais qu'il était sous-coté parce que Ouais, déjà, il c'est n'a ce pas, que eu j'allais te demander. il a pas eu de sortie au cinéma Ouais. en France. Il a eu une, enfin, je sais pas d'ailleurs ailleurs, il a eu une sortie Et uniquement sur les il y a eu plateformes. un moins gros matraquage des plateformes Et en que plus, certains Pas- titres du moment. Exactement. Je pense qu'il fallait vraiment bien aimer déjà Ouais. l'acteur, bien Parce qu'on aimer peut vite passer à l'affiche côté, pour hein, passer sur à Net- côté. sur Netflix. Ouais, pour pas passer à côté. Donc c'est pour ça que je trouvais que c'était un peu sous-coté. J'espère que certains voudront le découvrir parce que moi j'ai adoré. Eh ben écoute, merci la brioche, ça m'a donné envie de me plonger dans Fallout. C'est moi qui vais prendre la relève. Je vais vous parler manga pour apporter une petite touche japonaise là-dedans. Et moi je vais vous parler de Pluto. Ah, ça fait pas rêver comme ça, Pluto. Plutôt Le copain de Mickey. Exactement, plutôt le on chien. pense tous forcément à ça. Et moi, Pluto, ça a été la grosse claque du début d'année 2024. Alors, c'est tiré d'une œuvre qui est sortie en 2004. Donc, c'est une œuvre qui a 20 ans. Je pense qu'ils les ont sortis pour les 20 ans de la sortie de l'œuvre, à mon avis. C'est une œuvre qui a été écrite à la base par Naoki Urasawa, qu'on connaît beaucoup plus, par exemple, pour 20th Century Boys. Grosse pépite à lire absolument. C'est un manga, c'est un thriller, donc on est plus orienté côté manga où l'importance va vraiment être l'histoire et le traitement des personnages plus que l'action. Et c'est un manga qui va traiter des robots, de l'intelligence artificielle et d'un futur dystopique, mon chaton. Donc ça J'adore. devrait te plaire. Bah oui, Le j'adore. pitch, c'est un inspecteur qui est un robot de pointe, en fait, qui s'appelle Gesicht, mais à Comment, l'époque... comment il s'appelle? Gesicht, Ouais. un Suisse. Mais c'est en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est à l'époque où on vit, il y a beaucoup de robots qui ont une apparence humaine. Et sans outils, on peut avoir vraiment du mal à faire la différence entre un robot et un être humain. Et ce Gesicht, il va enquêter sur le meurtre d'un des robots les plus sophistiqués et les plus forts du monde. Et avec l'aide d'autres protagonistes, notamment Astro Boy. Donc c'est un hommage d'Urasawa à Tezuka Tezuka qui est considéré comme le père du manga moderne. Avec toute cette clique là, ils vont être embarqués dans une enquête mondiale autour de tout ça. Et ça a vraiment été une claque parce que je me suis fait prendre dans l'intrigue comme j'ai rarement été subjugué pour une intrigue. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que il n'y a pas beaucoup d'action dans ce manga. D'accord. Tu vois, on parle de robots, on s'attend à des combats dantesques où ça pète de partout, il y en a très très peu. C'est vraiment l'enquête policière avec un traitement de manga et d'animé. Donc ça changeait déjà moi de la plupart des mangas qu'on voit, parce que 80% des ventes de toute façon c'est du shonen, c'est de la bagarre, C'est de du l'action, mecha, c'est du du plus léger, du voilà. Gundam. C'est pas tout à fait ça. Et en plus de ça, c'est un format qui est super novateur. Ça ressemble plus à une mini-série qu'à ce qu'on connaît des animés, parce que c'est 8 épisodes d'1 heure. Ah oui, donc Début, oui, fin c'est- d'histoire. C'est plus une série. C'est hyper Série, ouais. original pour un format animé manga. Ça change des mangas à rallonge qu'on peut connaître. Et c'était... moi j'étais pris dedans. Franchement. Et tu l'as regardé sur quelle plateforme? Sur Netflix. Ah, sur Netflix. C'est sur ok. Netflix, et il est dispo et alors j'aurais bien aimé le découvrir en bouquin, parce que j'ai trouvé ça tellement bien en animé que je pense qu'en bouquin t'es encore t'es encore un cran au-dessus. Mais pourquoi j'ai aimé? Parce que il y a une approche qui est particulièrement travaillée dans la gestion justement de la place de l'intelligence artificielle, des robots dans la société actuelle. C'est-à-dire que dans cette œuvre-là, dans ce titre-là, les robots, ils ont des droits. Ils peuvent se marier, ils peuvent tomber amoureux, ils peuvent avoir une maison, ils peuvent travailler, ils peuvent adopter des enfants. Il y a vraiment eu une acceptation de cette entité-là. Il y a les hommes, les femmes et les robots. Et je trouve que comme ça a été amené, comme ça a été pensé, t'es embarqué dans un monde qui est totalement crédible, en fait, comme ça a été géré. Et ça a été fait avec tellement de justesse que c'était vraiment hyper agréable à regarder. Tu vois, au final, les personnages principaux, pour moi, c'était plus l'intrigue et comment ils ont approfondi les caractères des personnages. Mais Urasawa, c'est le maître de l'intrigue. C'est une fille, non, Urasawa, non? Je suis pas sûr. Faudrait qu'on vérifie Naoki, ça. tu vois, Naoki, pour moi, j'ai Pour pas moi, c'est regardé, une mais... fille. Ah ouais.
Parce que 20th Century Boys, c'est vraiment, je trouve, c'est le don... Qui aurait pu être dans la SF d'ailleurs, cette œuvre, Ouais, tellement tout à elle est fait. cool. Bah, justement, mais c'est le don de réussir à mettre des détails de réalisme dans un monde pas réaliste, mais qui est franchement, moi je trouve que c'est un manga incroyable. Et si c'est dans la même veine, ça donne vraiment trop envie. Ah mais je pense que si t'as aimé 20th Century Boys, t'es peut-être moins embarqué dedans, parce que ce que j'aime bien en 20th Century Boys, déjà t'as plusieurs timelines que là tu retrouves. Alors t'as des flashbacks dans Pluto, parce qu'il aime bien travailler ça, ou elle aime bien travailler ça parce que ça apporte du corps et du background au personnage. Mais là t'as dans 20th Century Boys, t'as le côté je possède un combini, ma petite supérette, t'as le côté ancré dans le moment actuel, alors que Pluto c'est vraiment du futur, tu vois. Franchement, regardez-le, parce que vu que c'est un format qui est différent des mangas habituels, même si t'es pas amateur de manga, tu peux aimer. D'accord. Parce que tu penses pas forcément à la baston, Dragon Ball, Naruto et compagnie. C'est une enquête policière, c'est un thriller qui est haletant, qui est passionnant, et on découvre des personnages qui sont tout aussi complexes les uns les autres. Vraiment à voir. Ok, ouais, ça donne envie. Et je pense justement que ça a été méconnu, déjà parce que le titre, Pluto, je trouve que c'est un des titres les moins sexy. C'est vrai que du manga. Ouais. Mais en fait, ça fait référence à Pluton. Pluton, c'est qui est Pluton, considéré comme c'est le dieu de la guerre, je crois, dans la mythologie romaine. Ouais. Là, ça prend un peu plus son sens, mais appelez-le Pluton. Oui. Surtout Pluto. En France, Pluto, ça fait vraiment... Et je pense que c'est méconnu parce qu'il y a quand même... Il n'y a pas beaucoup d'action. Donc je pense qu'il y a des gens qui peuvent passer à côté. Et c'est un dessin qui est propre à Urasawa. C'est un dessin qui est particulier dans le manga. Okay. Mais vraiment, faites abstraction de tout ça. Faites abstraction du titre, du format et du manga. Et c'est une super histoire. Donc maintenant, il faut le regarder. Oui, Très bien. Ça donne envie, ouais. Je vais te redonner la parole, Chichi, parce que c'est à toi de nous présenter ta deuxième œuvre, qui est un film. Dis-nous tout. Juste, nota bene, je viens de vérifier, Urasawa est un homme. Voilà. Mais merci pour cette info croustillante. Et on ne pouvait pas rester sur un doute. Non, mais c'est vrai. Merci. Alors moi, je vais vous faire une petite énigme pour savoir le film que je vous demande. Moi, je sais. Si je vous dis Cillian Murphy. Oui. Bon. Inception. Peaky Blinders. Oppenheimer. Et maintenant, 28 jours plus tard. Et maintenant, si je vous dis Justin Timberlake. Cry me a river. The Social Network. Là, je te dirais pas de lien entre les deux. Les trolls. Sexy back. Et ben, ils ont fait un film ensemble. En tous les cas, ils ont fait un film où les deux apparaissaient ensemble. C'est sorti en 2011 et ça s'appelle Time Out. Oui. C'est si vieux que ça. Et ouais. Et il y a je l'aime bien, il y a celle qui joue dans Lolita malgré moi aussi dedans, avec les gros yeux là. C'est ça. Amanda Seyfried. Oui, Amanda Exactement. Seyfried, ouais. C'est fait par le réalisateur qui a fait Bienvenue à Gattaca. Ok, donc il maîtrise un peu le sujet. Ou Lord of War. J'adore. Je sais pas si vous connaissez aussi ce genre de film. Avec Nicolas Cage. Bien sûr. Aussi capable du meilleur comme du pire. Lui. Et c'est là où, Chaton, en fait, je vais rejoindre un petit peu ton œuvre que tu as dit tout à l'heure. Là, on est encore sur une dystopie où, en gros, l'humanité a trouvé le moyen d'être immortel. Mais comme tu le disais tout à l'heure, quand tout le monde est immortel, il y a trop de monde. Donc, ils ont trouvé un nouveau moyen pour réguler la population. C'est qu'ils ont enlevé l'argent, si tu veux. Il n'y a pas d'argent. Et par contre... Ce qu'ils ont fait, c'est que pour payer, tu vas payer avec ton temps de vie. Ce bon vieux capitalisme, il est toujours là. Donc, dans le film, en gros, quand tu as 25 ans, à partir de tes 25 ans, ton corps ne change plus. Ouais. Et après, il te reste plus qu'une année pour vivre. Je trouve ça un pitch génialissime. Oui. Donc, ça veut dire c'est génial. Ça veut dire qu'à partir de tes 25 ans, il faut que tu aies un métier, il faut que tu arrives à gagner, pas de l'argent, mais du temps. Si tu veux payer un café et que le café il te coûte 2 minutes, il faut que tu arrives à trouver ces 2 minutes. Et donc en gros, Justin Timberlake, c'est une personne qui n'a pas beaucoup de temps, si on peut dire ça comme ça, qui vit vraiment le jour. Ça veut dire que quand il a 24 heures, il a plus que 24 heures. Et maintenant, il se démerde, il essaye de se trouver des solutions pour vivre plus que... Stress. Il doit être en tension tout le temps. Une journée, exactement. Et donc, le pitch, c'est qu'un jour, il y a, on ne peut pas dire un milliardaire, mais plutôt un immortel, si je peux dire ça comme ça, qui va chez les personnes qui n'ont pas de temps,
En gros, c'est chez les pauvres. Et lui, en fait, il veut mettre fin à ses jours. Et donc, Justin Timberlake, qui est une bonne patte, il va pour l'aider. Et Justin Timberlake, il se retrouve avec le temps donc, du milliardaire. Et ensuite, comme Justin Timberlake, il a envie d'aider tout le monde, là, il y a toute une intrigue où, en gros, quelqu'un a volé le temps d'un milliardaire, Justin Timberlake qui veut le donner à tout le monde. C'est vraiment une représentation vraiment du capitalisme et de la répartition des richesses, sauf que là, c'est beaucoup plus concret. On sait que c'est le temps, quoi. C'est un peu un Robin des Bois du futur, quoi. C'est un peu un Robin des Bois du futur. Ce que j'ai trouvé hyper intéressant, ça nous remet un peu en question sur un peu notre existence sur la vie, où vraiment tu te dis, en fait, on passe notre temps. Si on savait quand est-ce qu'on allait mourir, en fait, je pense qu'on ferait quand même beaucoup plus de choses. Oui. En tout cas, on ne vivrait pas pareil. On ne vivrait pas pareil, pas dans une illusion d'immortalité. Et pareil, encore une fois, on voit que faut pas dépenser son argent n'importe comment, parce qu'en fait, quand on va au travail, en fait, c'est pour gagner du temps pour faire autre chose. Et le Cillian Murphy là-dedans, il joue quel rôle? C'est Alors un lui, enquêteur, non? En fait, lui, il joue le policier du temps. C'est un peu un limier, quoi. Il va essayer de retrouver. C'est exactement ça. En fait, il veut que chaque personne ait son temps défini et qu'il n'y ait pas d'escroquerie au niveau du temps. Ouais, c'est même pas tout à fait ça. C'est qu'il veut que ça soit normal. Il veut qu'en fait, les règles qui sont imposées soient respectées. Moi, j'aimerais pas l'avoir à mes trousses, ce mec. Il était très... Lui, il rien lâché. À lui, il lâche rien. Il lâche vraiment rien. Avec son regard perçant. Il peut faire un bon méchant, je trouve. C'est l'épouvantail. L'épouvantail. De tous les et encore, je trouve qu'il est sous-exploité en tant qu'épouvantail. Et tu peux faire un méchant beaucoup plus impressionnant, je pense. Ouais, mais là, après, tu vois, dans ce film-là, il est pas méchant. Il est juste en fait. dans son rôle. Il est dans son rôle de policier, si tu veux, de gardien, en fait. Et lui, en fait, il cherche pas à savoir s'il y a des méchants, s'il y a des mauvais. Pareil, même le méchant du film, enfin, si on peut dire un méchant, en fait, non, lui, il a ses convictions et il veut que le monde tourne comme ceci. Donc après, c'est deux visions différentes. C'est très politique, comme film. Mais il n'y a pas vraiment de méchant, il n'y a pas vraiment de gentil. Ouais, moi, j'ai bien aimé ce film aussi. J'ai un bon souvenir. Le scénario est cool. Je trouve qu'en plus, Justin Timberlake, il se débrouille bien dans son rôle. Les acteurs sont cool. Après, j'ai juste un truc sur ce film, c'est que je trouve que justement, pour cette histoire, c'est une histoire de manque de temps dans ce film. Et en fait, je trouve que dans le film, ça manque de temps, c'est un peu précipité, c'est pas très fini. Il y a un côté un peu où tout va très vite. Et du coup, je trouve que le film, au niveau de la réalisation, il est pas de dingue. C'est limite un film qui aurait mérité une trilogie, je trouve. Parce exactement. Que le contexte est tellement... le scénario est tellement génial. C'est ça va trop vite. Mais pour caler ça en 1h30, c'est hardcore, il aurait fallu une saga. C'est un peu le problème de tous les films de science-fiction. C'est que vrai. mettre tous les films de science-fiction dystopiques... Rien que planter le décor, c'est parce compliqué. Que parfois, la dystopie, c'est pas juste un décor. C'est vrai que le post-apo, t'as une image, était dans le world building tu t'as juste à dire il y a une bombe nucléaire qui est passée alors que la et il y a des animaux dystopie, belliqueux. ça va demander plusieurs images, ça va demander plusieurs minutes de film, plusieurs pages de livres pour que tu réussisses à te mettre dans l'ambiance. Donc des films courts dystopiques, c'est un peu compliqué. Ouais. Après là, on n'était pas dans un pitch où en gros on veut savoir vraiment le fond en fait, le fond de savoir comment ils ont fait pour en arriver là. Là, c'est vraiment suivre la vie d'une personne qui est pauvre, qui essaie de se démener dans un contexte. Donc après, le contexte, les bases, elles sont posées en moins de 2 minutes de film. Et puis ensuite, après, c'est essayer de voir cette personne-là qui se démène comme il peut pour essayer de survivre. Après, tu vois, je pense que c'est un film, il faut lire le résumé avant d'aller le voir au cinéma. Ou sinon, tu dois rien comprendre au début. Non, je sais pas. Il est compréhensible. Je trouve que c'est assez fluide. Le pitch est hyper catchy, je trouve. Looper est plus compliqué à comprendre que voyage Time Out. Temporel. Dès que tu balances du voyage temporel, de toute façon, c'est compliqué. Time Out, il est facile à comprendre. Moi, le seul truc, je trouve, qui manquait un petit peu, et là où je suis d'accord avec la brioche, c'est que ce monde, t'as envie de le connaître plus en détail. Parce qu'ils ont glissé des choses super intéressantes, des bonnes astuces, des trucs bien pensés. Mais moi, j'aurais aimé en voir plus. Comment c'est géré ailleurs. Après, c'est que le world building, au final, il a fonctionné. C'est que t'as envie d'en savoir plus. Mais
je suis resté sur ma faim parce qu'on aurait pu exploiter plus Après, de ça. tout est là la question de savoir pourquoi il a pas marché et pourquoi ils en ont pas fait un Toi, deux. pourquoi tu penses que ça a été méconnu du coup? Ou sous-coté peut-être? C'est très compliqué, encore une fois, je pense que la SF c'est vraiment aussi une niche de personnes. En plus, même si la tête d'affiche est quand même assez grosse, je trouve que l'action est pas mal, il y a une petite romance qui est intéressante, il y a quand même de la philosophie. Après aussi, peut-être que les personnes, quand ils veulent se dire, ils vont aller voir un film, c'est peut-être pas de se prendre de la tête avec de la politique et de savoir est-ce qu'on va mourir ou est-ce qu'on va pas mourir. En fait, il joue un petit peu sur tous les fronts, mais peut-être que c'est pas assez tranché dans quelque chose. Oui. Soit dans la philosophie, soit dans l'action, soit dans le côté policier. C'est peut-être un peu trop touche à tout. C'est peut-être un peu ça, je trouve que c'est dommage parce que c'est vrai qu'aussi je pense que dans un film quand c'est vraiment qu'une seule vision, c'est un peu dommage. Moi j'aime bien quand il y a plusieurs aussi. Ouais, mais moi j'ai passé un très très bon moment aussi. Oui, Ouais. moi aussi. Mais après, je Après, pense... la dystopie, c'est quelque chose qui peut mettre mal à l'aise. Pardon, excuse-moi. Après complètement, oui complètement. C'est quelque chose qui peut mettre mal à l'aise et je pense qu'il y a plein de gens, c'est pas du tout leur truc. Oui. De se dire, je me pose devant un film qui est presque un peu Mais ils auront du spirituel. mal à se qui plonger va dedans. Ouais. C'est comme ceux qui aiment pas la fantaisie, tu peux leur dire ce que tu veux du Seigneur des Anneaux, s'ils accrochent pas, ils accrochent pas. Ouais, mais ils sont nazes. Ouais, qu'ils aillent ailleurs, Qu'ils aillent sur une autre qui planète. ne nous parlent même pas. Qui écoutent un autre podcast. Ouais, voilà. Non, mais je pense aussi il a été sous-coté Time Out simplement par le fait que c'était Justin Timberlake le personnage principal et qu'à l'époque ça a été très décrié qu'on lui donne le lead d'un film à gros budget alors que c'était un de ses premiers rôles. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sont associés à dire ça va être un navet parce que je vois ce que c'est tu vrai, veux parce que dire. Justin Timberlake Mais même est la Cillian tête d'affiche. Murphy, Alors moi je trouve qu'il joue plutôt bien. Il n'est pas non plus à l'apogée de sa carrière, loin de là. Oui, alors par contre il y a, Oui, mais il y a justement, quand même tu une dis c'est différence pas un d'acting acteur, entre les quoi. deux, mais Heureusement, parce que. mais par contre, voilà, lui, il était vraiment... Enfin, c'était un chanteur à succès, pop star. Je pense que du coup, c'est comme quand... Enfin, on a collé Britney Spears dans Crossroads, que j'adore d'ailleurs, mais il a clairement pas marché aussi Elle parce nous a que quand c'était même Britney calé Spears. Crossroads et Britney Qui n'a Spears rien sur à le voir podcast avec de la SF. Sérieux. Même si Britney est pas mauvaise dans son rôle. Ouais. Celle qui est en train de prendre un peu de... qui est en train de prendre le lead un petit peu en termes d'actrice, alors qu'à la base, c'est une chanteuse. Selena Lady Gomez. Gaga. Non, Ouais, c'est Lady 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 Gaga. Gaga, Ah bah si. complètement. Oui, mais Lady Gaga, elle est... Enfin, je veux dire... Elle a vraiment du talent. même, pour le coup. et puis même dans son... C'est un personnage en fait. C'est un personnage, c'est ça. C'est un personnage. Même dans donc, sa vie médiatique, dans sa vie de célèbre chanteuse, elle a même ses clips, c'est des films quoi. c'est vrai que Justin Timberlake c'était le beau gosse par C'est excellence ça. et C'est vrai que Et lui, il a jamais changé de tête, jamais changé de coupe de cheveux. oui. Tout pareil. Il est un peu dans son rôle. Tu Oui. vois, même dans The Social Network, il est dans son rôle un petit peu de. Il fait pas très profond Ouais. comme mec, même dans ses chansons d'ailleurs. Bon, Lady Gaga, elle chante quand même des chansons plus profondes. Elle a un côté plus authentique. C'est pas la belle gosse. Voilà. Donc d'ailleurs, j'ai hâte de la voir dans le Joker. Joker 2. Ouais. Eh ben écoute, mon chichi, très très bon titre. Franchement, ça m'a donné envie de le revoir en fait. Ouais, Franchement, moi aussi. Carrément. je l'ai revu récemment là et il a super bien vieilli. Ouais, parce que tu vois, moi, alors, juste pour clore, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais dans le même esprit, moi, ça m'a fait penser à Timer. Un film où en fait, Ils ont fait une série là dessus, non? par rapport à. En gros, alors, je sais pas pourquoi ça m'a fait penser au bracelet dans Time Out qui diffuse le temps. Oui. Dans Timer, t'as un code barre sur ton poignet qui se déclenche quand tu rencontres ton âme sœur. D'accord, ok. Tu vois, sur ce truc un petit peu Non, alors, c'est pas ça. gestion des choses immatérielles, qu'on arrive à mettre une date de péremption dessus, qu'on arrive à chiffrer. Et je sais pas, ça m'a fait penser à ça. Voilà, pour Et il n'y a clore. pas eu une série, justement, peut-être la ça- reprise ça, de je- Time Out, qui a eu une série sur un truc de temps qu'on Non, a... c'était Limitless. Ah, Limitless, pardon, Ouais. oui. Je me C'est pas confonds. tout à fait pareil, Non, ouais. c'est pas pareil. Autant pour moi. C'est aussi de la SF. Nous Oui. allons conclure là-dessus, mais on s'est coupera. bourré de On me belles coupera références. au montage, non, hein. on coupera pas, ça on le gardera là. Je te le garderai à vie dans ton bagage technique. On va laisser la parole au chaton maintenant qui va nous parler de son deuxième bouquin. Oui, alors, La Faucheuse, c'était plutôt très sérieux. Et là, je vais vous parler d'un livre, mais qui est, je vous le dis tout de suite, c'est un coup de cœur.
Faut savoir que je l'ai lu exprès pour le podcast. Donc à la base, j'y suis allée vraiment, oui, en 2 jours à peu près, mais j'y suis vraiment allée, mais je sais pas, j'avais pas envie, je me suis forcée au départ, je l'ai mis sur ma liseuse en me disant oh là là, je sais même pas si je vais le terminer. Et en fait, j'ai démarré et je l'ai dévoré. Vraiment, en 24 heures, je pense qu'il était terminé. Et c'est impossible de lire aussi vite. Et ce livre... C'est ce qu'il faut retenir, c'est tout. Lecture rapide. Hein. Voilà. Ce livre, c'est Aurora Squad de Amy Kaufman et mon cher et tendre Jay Christophe. Je crois que tu allais dire voilà, Flume. donc Jay, c'est un featuring, Moi aussi, et ils ont écrit une autre saga. Alors, c'est une saga de 3, j'ai lu que le premier. Jay Christophe, je vous en ai déjà parlé parce que c'est l'auteur de Nevernight que j'ai adoré. Il a un style vraiment, il est cynique à souhait, je l'adore. On retrouve ça dans Aurora Squad. On sent également la plume de Amy Kaufman qui apporte un petit peu plus de douceur. Alors qu'est-ce que c'est Aurora Squad ? Aurora Squad, c'est ce qu'on appelle un space opéra. Vous me direz qu'est-ce que c'est un space opéra ? Mais qu'est-ce que c'est un space opéra ? Alors, je vais vous sortir la définition Wikipédia. Un space Tellement opéra. bad acting. Mais d'ailleurs, qu'est-ce que c'est un space opéra ? Alors, je vais te répondre, Chichi. Un space opéra, c'est un sous-genre de la science-fiction qui se caractérise par des histoires d'aventures épiques et dramatiques se déroulant dans un cadre géopolitique complexe avec une exploration spatiale à grande échelle des guerres intergalactiques et tutti quanti. Donc, vous avez un grand exemple de space opéra qui est Star Trek ou Star Wars. Alors moi, personnellement, c'est le genre de la science-fiction que j'adore. Ouais, et bah écoute, moi à la base je suis pas trop fan et en fait là j'ai été totalement emportée par Aurora Squad. Donc je vais vous faire un petit pitch pour que vous compreniez un petit peu l'histoire. Donc nous sommes en 2380 et Tyler, c'est ce qu'on appelle un alpha. Ça veut dire que c'est un petit peu... c'est un alpha, c'est un capitaine. Il fait partie de ce qu'on appelle la Légion Aurora. Qu'est-ce que c'est la Légion Aurora ? C'est une sorte de Nations Unies intergalactique. Et il va se balader dans l'espace avant l'affectation. L'affectation, c'est un peu la fin de ses études où il va pouvoir choisir les membres de son équipage. Et donc il est super fort, il s'attend à avoir les meilleurs de sa promo avec lui. Sauf que pendant qu'il va se balader dans l'espace, il va découvrir dans ce qu'on appelle l'ellipse. L'ellipse, c'est ce qui permet de passer d'un point A à un point B en tordant le temps. Donc c'est un trou de verre, exactement. Et il va découvrir un vaisseau qui est disparu depuis des années et dans lequel il va découvrir une jeune fille cryogénisée depuis 200 ans et qui est toujours en vie. Ouh, ça c'est stylé. Exactement. Il va réussir à la On sauver. n'avait pas parlé cryogénisation. Voilà. Il va réussir à la sauver et la ramener sur le vaisseau, sur la plateforme d'Aurora. Et donc à cause du retard qu'il aura pris, parce que ça va lui prendre pas mal de temps quand même de sauver cette jeune fille, il va devoir se retrouver dernier à choisir son équipe. Il va se retrouver avec une équipe de bras cassés. Donc là, il y a un petit côté gardien de la galaxie qui est génial. J'adore. Et donc, il va partir faire une mission toute simple qui est censée aller donner des médicaments à des réfugiés sur une planète. Sauf qu'en fait, leur mission va prendre une tournure toute particulière quand ils vont trouver cette jeune fille qui s'est cachée dans leur vaisseau et qui va être poursuivie par une agence qui va ressembler à une agence secrète, quoi, comme la CIA. Comme la CIA, voilà. Et qui va essayer de... merci, la brioche. Et qui va vouloir attraper cette jeune femme par-dessus tout. Mais qu'est-ce qu'elle a fait ? Et on va découvrir que cette jeune femme, qui s'appelle d'ailleurs Aurora, réussit à développer des pouvoirs. C'est un petit peu suspect. Et donc, toute une aventure va s'en suivre. Ce qui est génial, c'est que déjà, moi, ça, c'est quelque chose que j'ai adoré et je pense qu'on peut trouver ça un petit peu complexe au départ, mais c'est qu'on a tous les points de vue des personnages. Ça veut dire qu'il y a 7 membres dans l'équipage et tu as 7 points de vue qui vont s'alterner en fonction du temps qui passe. Donc c'est tous des sidekicks en fait, ils sont vraiment importants dans l'histoire. Ah mais ils sont tous hyper importants, ils ont tous un caractère j'aime trop les crews, les trop teams, bien. les
c'est trop bien. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est que c'est hyper second degré, donc c'est très caricatural. Ok. Tu vas avoir Tyler, le capitaine, qui va être hyper courageux. T'en as un, Il y aura le nerd. Bien sûr. Oui, voilà, Ouais, et que forcément. j'adore. Alors lui, Voilà. c'est le mécano, parce qu'en fait, chaque équipe a un mécano, un leader, quelqu'un, ce qu'on appelle les as, c'est ceux qui conduisent le vaisseau. Bah, comme dans Star Il va Trek. y avoir la C'est personne, ça. voilà, exact. C'est un peu comme dans Star Trek. Donc, et franchement, il y a plein d'influences qui sont géniales. J'ai adoré. Le rythme, il est hyper soutenu. Il y a de l'action tout le temps. D'ailleurs, il y a des rebondissements qui sont vraiment capillotractés, mais que vous avez jamais vus. Donc, j'ai l'impression que si on devait faire ce film, si on devait ce livre le transformer en film, on demanderait pour la première fois à Quentin Tarantino de faire un film de science-fiction. Ah ouais. Ah ouais, carrément. Voilà. Oula. Génial. Ouais, Tu viens de me attends. donner envie. Quentin, si tu nous entends. Quentin, or Quentin. Et donc, bien sûr, comme dans chaque livre de J. Christophe, le world building, il est hyper détaillé, mais il n'est pas du tout étouffant. Là, c'est compliqué, un world C'est, building ah, de mais SF, attention. hein. Franchement, c'est génial. Difficile Et là, à tu gérer. vois, j'ai lu qu'un seul tome, mais j'ai hâte de lire les prochains. Surtout, moi, ce que j'aime, c'est que je trouve que la science-fiction, quand c'est en livre, c'est hyper difficile à C'est ce que lire. j'allais te demander, parce que ça change de ce que toi, t'as l'habitude Bah, de voir en C'est pour ça que j'y science-fiction. allais à reculons, parce que généralement, c'est des livres parfois même que je termine même pas, parce que je trouve que c'est vraiment trop lourd. Là, c'est hyper facile à lire. J. Christophe, il a le chic pour réussir à être hyper précis sans en faire des tonnes. Il y a beaucoup de second degré, il y a voilà, c'est hyper loufoque. Moi, j'ai adoré. Alors, par contre, voilà, c'est ce que je le précise, c'est du young adulte. Ça veut dire que c'est un peu dans le young adulte, c'est un peu comme par exemple du Harry Potter, tu vois. Ça veut dire qu'il y a des Harry enfants. Potter, du roman jeunesse. Oui, alors voilà, du young Hunger adulte, c'est Games. vraiment. Ouais, c'est voilà. comme Hunger Games, c'est un peu. Voilà, donc c'est vraiment. C'est pour les jeunes aussi, tu Oui. vois. Enfin, c'est. Oui, c'est quand même, je veux pas dire que c'est léger, mais Ouais. c'est plein quand même de bons sentiments, d'action, c'est pas lourd à la lecture. Non, c'est pas du tout lourd à la lecture. Par contre, ça évoque plein de thèmes hyper intéressants, comme par exemple justement le Finian, le personnage mécano. Il fait connu. partie d'une autre. Je sais. Il fait partie en fait d'une autre. Enfin, c'est un extraterrestre, donc il a un physique pas très ressemblant, mais surtout il a ce qu'ils appellent un exosquelette, parce qu'en fait son corps n'arrive pas à supporter la gravité, donc il est un peu considéré comme, il est même pas un peu, il est considéré comme handicapé aux yeux de tous, aux yeux de son propre peuple. C'est un petit crustacé, quoi. Ouais, voilà, et donc du coup, Petite c'est. crevette. Et tu vois, ça va évoquer des petites choses comme ça va évoquer. La différence, l'acceptation. Voilà, la différence, l'acceptation de soi, l'acceptation des autres, la confiance aussi avec les gens qui ne nous ressemblent pas, tu vois. Donc c'est vraiment. Enfin bref, j'ai adoré. C'est pas prise de tête. Je vous conseille vraiment d'y aller parce que vous pouvez que passer un bon moment. Bah, je vais le lire en rentrant. Ouais. Et puis c'est dépaysant parce que moi j'ai vraiment pas l'habitude de la Ça a dû science-fiction changer, ouais, et, tes lectures. et j'ai vraiment adoré. Trop je cool. vous le conseille. C'est marrant quand tu l'as décrit, jusqu'à que tu dises Quentin Tarantino, j'étais en train de penser à Dinotopia. Rien à voir, mais la manière dont tu l'as décrit, j'étais paix de l'âme, vol lointain. Et là d'un coup, tu as dit Quentin Tarantino, et là je me suis dit waouh. Et Ah ouais. tu penses que c'est méconnu à découvrir juste parce que c'est en livre? Je pense que déjà Ça ouais, peut parce que rebuter la c'est- SF en lecture? Ouais, je pense que c'est en livre et je pense que en fait, J. Christophe, il s'épanouit énormément dans le new adulte et que ses lecteurs, en fait, les gens qui lisent du J. Christophe, ils n'ont pas l'habitude du young adulte. Et donc je pense que c'est pour ça qu'il a pas fait le buzz, tout simplement, parce que c'est pas son domaine de prédilection, mais je trouve qu'il y arrive vraiment vraiment bien. Moi, quand tu as parlé, tu sais, de exosquelette, parce que Oui. la gravité, ça m'a fait penser à une série. Je sais pas si tu connais, c'est The Expanse. Alors, je sais ce que c'est, mais j'ai jamais regardé. Et bah, c'est vraiment bien. C'est pareil, c'est hyper méconnu, c'est à regarder. Je vous laisserai découvrir, tiens. Eh ben écoute, j'essaierai. Une Moi, petite rêve mystérieuse. j'avoue comme que ça, on là, adore. ce qui me fait du bien dans ce livre, c'est qu'il y a énormément d'humour. Je trouve que la science-fiction, ça peut être un peu lourd. Et là, c'est ça que j'aime, c'est qu'il y a l'humour qui contrebalance. Enfin, franchement, je vous dis, c'est un peu les gardiens Voilà. de la galaxie. Ouais, hein, t'es c'est pas vraiment, noyé dans ouais. des théories scientifiques qui donnent mal au crâne ou Non. c'est léger. Non, mais par Cool. contre, tous les mots sont bien choisis. Enfin, vraiment, J. Christophe, il est vraiment trop fort.
Et bah écoute, au top. Super ref. Merci chaton. Je crois que la brioche va nous parler d'IA. Ouais. Alors c'est vrai que, comme tu disais, du coup, chaton, la SF et l'humour, ça fait vraiment bon ménage. J'aime bien ces œuvres-là. Je vais pas du tout vous parler de ça. Merci pour cette introduction. Belle entrée en matière. Alors, on parle IA, ouais, intelligence artificielle. Je vous parle d'un film qui est sorti en 2014. C'est Ex Machina. Ok. Ou Machina, d'ailleurs, j'en sais rien. J'aime bien Machina, dire moi, je Machina. dirais quand Mais, même. donc, c'est un film de SF. Et en fait, c'est un film qui déjà a 3 genres en un. C'est de la science-fiction, c'est un thriller et c'est un huis clos. Oui. Ok, huis clos, j'adore. Et j'aime bien, ouais. C'est J'aime bien vrai. huis clos et SF. Déjà, c'est un truc qu'on voit pas souvent. Et du coup, moi, il m'a marqué pour ça, ce film. Alors, je vous préviens, ce film, il est très cool, mais il est très malaisant aussi. Ouais. Enfin, moi, il me complètement. glace un peu, alors que il est assez fascinant. C'est bizarre, c'est des trucs bizarres. On Mais aime bien regarder, mais ça peut, ça nous fait pas du ça bien. peut vraiment décrire la SF. Hein. Ouais, et ben c'est ça. Je trouve qu'il Fascinant et représente malaisant. beaucoup la science-fiction. Donc alors, ce film déjà, il a un cast que j'aime bien vraiment. Donc il y a Oscar Isaac. Je l'adore cool. vraiment. J'adore cet acteur. Il y a également, alors lui, je le connais que pour un rôle, mais c'était d'ailleurs pas celui de Ex Machina. Il s'appelle Domhnall Gleeson et en fait c'est Bill Weasley dans Harry Oui, Potter. ok. Là, on Donc, a descendu d'un cran dans mais le il est cast, très bien, il est très très bien dans ce rôle-là ok. et je joue super Autre bien. rôle aussi, il a joué le méchant, le général, je ne m'en rappelle plus, dans Star Wars, dans les derniers films. Ah mais oui, mais vu Le que je les ai général, enlevés de comment mon ça esprit s'appelle ces derniers films, du coup je m'en souviens pas. Alors moi je les ai pas regardés les 3 derniers parce que Tu ça as bien m'a fait fait. saigner. Oui. Tu Ils as sont bien horribles. fait. Saigner des Dans tous les yeux. cas, c'est l'un des D'accord, méchants. ok. L'un des méchants. Voilà. Ben, tu sais quoi, je l'ai même pas reconnu Bon bref, ça m'a même pas traversé l'esprit tellement j'ai trouvé les 3 Mais derniers merci. nuls. Et puis, dernier cœur sur Alicia Vikander, une des plus belles actrices de notre génération, je trouve. Elle est magnifique, c'est celle qui a repris le rôle d'ailleurs d'Angelina Jolie, qui avait joué Tomb Raider. Elle a fait la nouvelle Tomb Raider. Ah oui, oui. Elle est, Ok. franchement, elle est sublime. Et du coup, elle joue une intelligence artificielle, Ava, qui est sublime, justement. Elle est très, très belle dans ce film. Très, très épurée. Et du coup, elle va bien dans ce rôle-là. Alors, juste, je vous fais un petit pitch de Ex Machina. Donc, le personnage principal, donc, c'est Caleb, qui bosse pour un gros site internet, type, je sais pas trop quoi, Facebook, je sais plus. Enfin, c'est pas Facebook, mais bon. Ouh là là, Mark Zuckerberg, s'il m'entend, il va me, Marc, il va me fustiger. Marc ne le prend pas mal. Compte Donc, supprimé. voilà, donc, exactement, je vais avoir un piratage en bonne et due forme de C'est toutes ça. mes photos de quand j'avais 19 ans. Alors, donc, il travaille, Caleb, en tant que codeur dans une grosse boîte informatique, on va dire, hein, je la citerai pas de nom, et il est brillantissime, et sa boîte va organiser une sorte de concours qu'il va gagner, en gros, c'est pour le meilleur codeur, et il va, du coup, gagner à la clé une semaine chez le PDG de la boîte qui va donc l'inviter pour une découverte en fait. Et donc il va arriver chez notre fameux Oscar Isaac qui joue donc Nathan, le PDG de la boîte. Donc déjà il arrive dans une baraque, mais laisse tomber. C'est vraiment 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 une baraque de rêve avec des baies vitrées partout, vue sur les montagnes. Elle est magnifique et à la fois elle est extrêmement glaçante parce qu'elle est très isolée, très épurée. Il y a pas grand chose qui traîne. On dirait Il qu'il n'y y a a pas de personne. déco aussi. Il hein. n'y a pas de chat qui y vit, on dirait, mais en Ouais. fait, il y a Nathan qui y vit, ainsi que sa création, son IA, Ava, qu'il a créé, sa dernière en date. Et en fait, Nathan révèle à Caleb qu'il l'a fait venir pour qu'il teste Ava. Il va tester si Ava a une conscience. En Ok. fait, lui, c'est son but ultime, c'est de développer une intelligence artificielle qui arriverait à se reconnaître en tant qu'humaine. Et donc, Caleb est choqué, hein, déjà qu'il n'était pas au courant. Il va quand même finalement se prêter au jeu de tester Ava, sauf que dans tout ça, il va tomber amoureux Bah d'elle. oui. Voilà, il y a de la romance. Wouh, alors, c'est de la romance glaçante, mais c'est de la romance quand même. Et en fait, Ava va, au fur et à mesure, elle va révéler des choses à Caleb sur Nathan.
Et là, ça prend des aspects de thriller, de huis clos. Tout se super. passe dans la maison. Trop cool. Et je ne vous en dis pas plus parce qu'il va y avoir plein de plot twists dans ce film. Et franchement, il faut absolument, par contre, le regarder sans avoir ces révélations-là. Oui, et ok. surtout sans connaître la fin. Alors, Parce surtout que la sur- fin, on peut pas la deviner, je trouve. Surtout sur un huis clos aussi, là pour le coup, si tu balances 2-3 trucs, tu casses tout le délire du huis clos. Ouais. Ça me fait penser un peu au film Her. Ah bah c'est trop drôle que t'en parles parce qu'en fait j'avais noté Her de avec Joaquin Phoenix On peut l'appeler Joaquin. qu'on adore, Joaquin, qui est Voilà. sublime. Jojo. Et je l'avais noté en référence parce qu'en effet il y a aussi ce côté romance impossible avec une intelligence artificielle. La Sauf que là, désillusion l'IA, on la voit pas dans Her. Ouais, alors on C'est- l'imagine alors, vu que c'est la l'imagine, voix on de Scarlett on la Johansson, voit. mais... On l'imagine tous. Mais en effet, j'ai complètement pensé à ce film-là. Alors, ils sont pas du tout faits sur le même registre. La photographie est extrêmement Mais différente. on explore. Il n'y a pas le côté les- glaçant ouais. de Ex Machina dans Her, mais je suis d'accord. Et en plus, je crois qu'ils sont pas sortis exactement au même moment, mais ils ont résonné l'un et l'autre ensemble parce que c'est quand même un sujet, comme on disait, hyper intarissable et qui peut être exploré de plein de manières Ah différentes. bah, l'IA, ouais, c'est Et du coup, très alors. riche. Donc, Her, faut le voir, je suis d'accord, Chichi. Enfin, je sais pas ce que t'en as pensé, mais moi j'ai adoré ce film. bon Oui, film, oui, oui. Voilà. Non, mais ça met un peu le moral dans les chaussettes, mais oui. Oui, mais Ouais. il est trop. Bah, il tu vois, est on trop parlait, bien, on parlait hein. de côté malaisant, pesant, lourd. L'ASF incarne énormément ça, parce que Oui. c'est l'inconnu, c'est très très complexe. C'est vrai. Oui. D'ailleurs, on peut parler. Non, enfin, j'ai arrêté de parler d'autre chose, mais. Bah, tu vois, sur le Est-ce que huit- Black Mirror, on le mettrait pas dans l'ASF Ouais, un mais peu c'est compliqué parce que ça peut C'est être de la des- dystopie complètement. C'est plein de sujets différents. Black Ouais, Mirror, mais alors, tu moi, je vois. pense que c'est À une chaque fois, c'est série de la qui est. dystopie. C'est Ah, une mais série c'est- ultra malaisante, Ah, bah, d'ailleurs. bien je sûr. Oui, mais par contre, c'est pas le thème du sujet parce que là, on est surtout des œuvres qu'on connaît pas. Enfin, Oui, pardon, voilà. oui, j'ai Ouais. digressé. Parce que Non, Black- c'est- parce c'est que- la- parce que c'est la Black Mirror, dernière- c'est vraiment. Oui, c'est très connu. C'est la ouais. dernière fois. Oui, oui. Et j'ai pas parlé de Her aussi parce qu'en fait, c'est beaucoup plus connu que Ex Oui, Machina. oui, je suis d'accord. Ex Machina est pas trop connu, je pense, parce que c'est un genre justement un peu particulier de mêler de la SF avec un huis clos. C'est lancinant, c'est lourd, et du coup, je pense que c'est pour ça qu'il a pas fait un énorme buzz. Alors, il a quand même marché, hein, mais pas autant, je trouve, que par rapport à la qualité du film. Et parce que l'esthétique du film, elle est magnifique, la photographie, elle est superbe, le corps robotique de Ava, donc de Alicia Vikander. Non mais franchement, l'esthétique de cette IA, de ce robot est incroyable. Elle est il y a des endroits où elle est transparente, on voit ses rouages quoi, et avec le reste une sorte de cool. combinaison. C'est hyper Ah ouais, hyper ouais. stylé. Sa tête comme elle est faite, vraiment, il faudrait que vous regardiez juste l'image de l'affiche du film. On voit la Et tête tu d'Ava. penses pas que justement l'image de l'affiche peut rebuter? Ouais, elle peut être un peu gênante, c'est vrai, parce que ça fait vraiment Les gens robot s'attendent un à peu quelque chose d'hyper oui, hyper SF hard quoi. Ouais, ça fait un hard peu SF SF. un peu, Et ouais. puis même le titre du film, qu'on soit clair, Ex Machina, Ouais. qu'est-ce que ça Oui, veut ça- dire ouais. C'est agressif. Moi un je peu. vois Ex Machina, je vois l'affiche du film, j'ai l'impression je vais voir de la hard SF. Ouais, Un peu ouais. à la Zéro Théorème, tu vois, tu vas Un te truc très lancer dans bourrin. un truc où tu vas rien comprendre. Ouais, et un truc très bourrin, moi je trouve Ex Machina, ça fait. Ouais. Mais tu vois, pour revenir sur le huis clos, j'aime bien moi le huis clos et la SF parce que ça c'est un genre aussi qui est très, très utilisé en SF, tu vois, perdu dans une base spatiale ou des choses comme ça. Passengers. Et Ouais, bah Passenger, voilà, ouais. exactement. Mm. Et dans le huis clos, il y a une série Netflix que j'avais adorée, c'est The Silent Sea. C'est avec l'actrice qui a joué dans Sense8, qui joue Mm. la coréenne, je crois. Oui. Et bah, c'est l'héroïne de cette série-là. J'adore cette Où actrice. en fait c'est un peu c'est le début d'un post-apo parce que c'est l'humanité qui va sur une base lunaire pour récolter de l'eau parce qu'on manque d'eau sur Terre et en fait c'est toute une équipe qui va se retrouver coincée, piégée dans la base lunaire avec une eau qui est pas si bénéfique que ça quoi. Et ce côté huis clos avec la SF il est très pesant, il est très étouffant parce que tu sais que tu peux pas sortir parce qu'il y a l'espace, tout est dangereux, tout est mortel et ça fait prendre au huis clos une atmosphère encore plus impressionnante. En fait, ouais, c'est clair. Et puis le huis clos, ça fait ça. Et puis plus généralement, je trouve la SF, c'est ce podcast d'ailleurs, il est intéressant parce qu'en fait, je trouve que Toujours la SF, intéressant. c'est un genre, toujours, ouais, Toujours. qui fait poser un peu des questions philosophiques.
Oui. Ah, pour moi, c'est le but de la SF. Ouais, c'est ça. Et du coup, dans Ex Machina, ce que j'ai aimé, c'est que en fait, on a un peu l'impression de voir donc l'humain qui va se prendre pour un dieu vis-à-vis de la création des machines. Bah ouais. On a également l'homme, le genre, l'homme, donc pas la femme, l'homme, qui se prend pour un dieu vis-à-vis des autres. Oh, tout de suite. Ouais, oh, Attends, ça ce va, film, hein. il est... Non, mais il y a de lecture. Hein. Ah, ce film, il y a vraiment cette lecture. Et aussi, la machine peut-elle remplacer l'homme, les relations, Et moi, les autres, j'ai en même fait. envie de dire, est-ce que la machine sera un meilleur humain que l'humain lui-même? C'est ça, exactement. Oh, Et voilà. Et du coup, ce film, il se Vous avez fait 4 poser... il se fait poser plein de questions philosophiques. Et la SF, en général, je trouve que c'est ça. Donc, Ouais, c'est très beau ce que tu dis là, Brioche. Voilà. Merci. C'est une conclusion parfaite de ton titre. Merci. Merci. Ben, je vais citer la dernière œuvre, le dernier titre, qui est encore un manga pour apporter quelque chose de différent, un manga qui me tient à cœur, petit coup de cœur, mais pour le coup de l'année dernière, l'année 2023, c'est Journey Beyond Heaven. Journey Club. Manga qui est passé un petit peu sous les radars des grands noms. C'est un seinen, donc un manga toujours un peu plus axé sur l'intrigue, sur la complexité, sur les sentiments, sur le mal-être ambiant. C'est un univers post-apocalyptique. Pour une fois, je vais vous lire le pitch du bouquin. Moi, je suis jamais fan des résumés qu'ils mettent Ouais. derrière les livres, parce que je trouve que c'est jamais bien fait. Ouais. On a l'impression que celui qui a fait ça, il a même pas lu le truc. Et ben là, c'était super intéressant. Je vous le lis et on va en débriefer après ensemble. Dans un Japon dévasté par un mystérieux cataclysme, déjà ça part très bien, Maru et Kiruko, deux adolescents de la génération post-catastrophe, tentent de survivre malgré la menace de monstres dévoreurs d'humains qui planent. Ils ont un objectif, atteindre le paradis. Il y a un deuxième paragraphe. Dans un immense jardin coupé du monde, un groupe d'enfants jouit d'une vie douce, protégée par des scientifiques. Le monde extérieur leur est inconnu, mais certains d'entre eux s'interrogent, qu'y a-t-il au-delà de ces murs? Donc déjà, tu plantes le décor. Il y a soit deux timelines, soit deux endroits, deux histoires, plusieurs protagonistes. Donc déjà, tu pars un petit peu dans quand est-ce que leurs chemins vont se croiser, quelles vont être leurs interactions. Et j'ai bien aimé aussi la génération post-catastrophe. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont connu le cataclysme et il y a des personnes qui sont nées après le cataclysme. Donc ça annonce en quelques phrases la complexité de l'univers et tout ce qui peut en ressortir. Moi j'ai adoré parce que déjà c'est une intrigue qui donne envie d'en savoir plus. Comme plus tôt, l'action elle est présente, mais vraiment l'intrigue, tout ce qui va se passer, ça reste la star de l'œuvre. On a une ambiance post-apocalyptique qui est gérée de main de maître. Elle est hyper réussie parce que j'ai bien aimé justement comment a été fait la gestion des comportements humains. Des fois c'est très capillotracté, c'est très romancé dans certaines œuvres où on a l'impression qu'on passe tous après, on devient tous complètement barjots. Non, là tu sens que l'être humain, ils veulent se regrouper ensemble, ils veulent refonder quand même un côté société ordonné, organisé pour progresser, tu vois. Ils veulent relancer le commerce. Ils veulent relancer c'est hyper c'est fait je trouve avec une manière très je dirais il n'y a pas de négatif. réel en fait. Moi c'est ça. Négatif. Il n'y a pas de alors peut-être qu'on l'a pas vu encore ces gens-là, mais c'est très très bien fait dans les interactions sociales, dans les regroupements et vraiment tu te prends dans l'univers est génial. On sort du cadre de l'image du manga classique parce qu'on n'a pas des persos badass déjà. Les persos sont cool, mais t'as pas un design qui fait que ton personnage il sort du lot. T'as pas un Naruto qui a un design particulier, t'as pas tous ces personnages-là. C'est vraiment des persos qui ont leurs défauts, leurs qualités et qui vont se retrouver embarqués dans une histoire qui leur est propre. Forcément, ils ont des petites particularités, mais il y a un côté très réaliste. T'es des persos normaux et tu vas suivre un petit peu leur histoire et toutes leurs avancées là-dedans. Donc, dans les deux ados qui recherchent paradis
Et un enfant justement parmi le groupe qui est cloîtré dans les murs, qui va se poser des questions et qui va avoir envie d'en savoir un petit peu plus. En gros, tu arrives plus facilement à t'identifier, vu que c'est des personnages un peu plus banaux, si je peux dire ça comme ça, Ouais. qui sont pas vraiment l'élu. Voilà, alors ça, il y a quand même un côté, tu sens qu'ils sont spéciaux, ces D'accord. personnages-là, mais ils sont spéciaux sur quelque chose par exemple qui est ancré en eux, mais ils sont pas extraordinairement forts, extraordinairement intelligents, etc. Ouais. Ils sont curieux, ils sont relativement courageux, mais surtout ils ont envie d'atteindre leur objectif. Moi, ce que j'ai trouvé super bien fait aussi, c'est la gestion du pré-apocalypse, post-apocalypse. Et tu sens vraiment que dans la construction de ces personnages, comment ils réfléchissent, comment ils agissent, comment ils vivent dans ce monde post-apocalyptique, tu sens la différence entre ceux qui ont connu la vie d'avant, qui sont très méfiants, très peureux, qui regrettent tout ce qu'ils avaient avant, et t'as les nouveaux, c'est normal. Tu vois, il y a des monstres dehors, c'est normal. T'as pas internet, c'est normal pour eux, et c'est super bien fait, comme c'est retranscrit. Il a vraiment travaillé, il ou elle d'ailleurs, a vraiment travaillé ses personnages à fond, et vraiment, c'est une super histoire. Puis il n'a pas favorisé une seule timeline. D'habitude, moi, quand il y a 2 timelines comme ça, il y en a toujours une que je préfère. Là, moi, ça m'a posé aucun problème de passer tu passes de l'une à l'autre, des enfants très à facilement. ceux qui se baladent à l'extérieur. C'est vraiment, je les ai aimés les deux. Puis on te distille des petits indices, et t'as envie de savoir qu'une chose, c'est quand est-ce que ça va se et t'as envie de recouper. te dire, mais il est où le lien? T'as Parce que des pendant super mystères qui longtemps, tu te dis, mais il y s'épaississent a zéro lien entre page les après deux. page, t'as envie d'en savoir plus, c'est passionnant. D'ailleurs, il y a un animé qui est sorti sur Disney qui s'appelle Tengoku Daimakyo. Ok. Ça doit être le nom japonais du manga. Qui d'ailleurs, pour moi, je pense que ça fait partie aussi de la raison pour laquelle ce titre est très méconnu, parce que normalement, quand un animé sort, ça booste les ventes de manga. Sauf que quand l'animé n'a pas le même nom que le manga, c'est super compliqué. Merci l'équipe marketing. Non mais franchement, ouais, je trouve que là, il y a un gros raté. Autant, tu vois, quand je regarde beaucoup, moi, d'animés sur les différents sites de streaming, t'as l'habitude qu'il y ait des noms japonais. Oui. Parce que tu connais, parce que tu te renseignes, et puis toi, t'es déjà un initié. Mais si tu veux faire connaître une œuvre du grand public, tu peux pas mettre 2 noms différents. Surtout que c'est sorti sur Disney. Oui. Disney+, il faut qu'ils fassent quelque chose normalement d'assez mainstream, assez facilement identifiable. Et là, ils ont fait un nom qui fait très puriste. Alors que l'œuvre, franchement, elle peut plaire à tout le monde. Ok. Mais vraiment, très très belle œuvre de SF. De toute façon, toi, Chaton, tu l'as connu en même temps que moi. Ouais. On a lu les 3 premiers tomes et c'était vraiment passionnant. Donc vraiment. Est-ce que tu as vu l'animé? L'animé est cool, On va l'animé est commencer, beau. ouais, Franchement, l'animé. l'animé est très beau. Il est très fidèle, en tout cas au bouquin. Il y a toujours une saveur quand même différente, mais l'ambiance est vraiment très bien retranscrite. Je pense qu'on est pas mal. On a fait le tour. Oui. Je suis content qu'on soit arrivé au bout de cette émission parce que c'était pas facile. C'était pas facile. Beaucoup de choses à dire, beaucoup de références. D'ailleurs, on mettra toutes nos références principales en commentaire sur l'Insta du podcast. Parce que je pense que si vous avez écouté ça en voiture ou autre, ça fait pas mal de densité. N'ayez pas un accident. De titres à retenir. En tout cas, j'espère qu'on a pu vous donner envie de découvrir ou de redécouvrir certains titres. Moi, j'ai adoré parler de tout ça. Merci à tous les 3. Merci beaucoup. Merci à toi. Franchement, Merci. mention spéciale aussi à Chichi qui a bravé la distance pour venir avec nous. Ah, mais quand on aime, on ne compte pas. Oh là là. Merci Chichi. Mais quoi de mieux que finir sur cette belle phrase de podcast qu'est Love & Geek. En tout cas, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Geek est bien, et on vous dit à très bientôt. Bye bye. Bisous. Bye bye.